vais attaquer dès maintenant. Voilà. Donc le cours est enregistré et on démarre sur la théorie des poutres, sur la première partie qui concerne les généralités. Alors, la diapo suivante, c'est un tout petit aspect historique. Ce que je vais vous faire comme cours, en fait, vous voyez que ça date quand même d'assez vieux, hein, 18e siècle. Et on pourrait se dire, bah, la théorie des poutres, pourquoi est-ce qu'on vous fait de la théorie des poutres maintenant? Puisqu'on pourrait se dire que ça ne sert plus à rien, on a fait le tour. Et en réalité, il se trouve que même aujourd'hui, eh bien, on utilise encore ces théories, donc qui sont des théories de poutres, par exemple avec des calculs d'éléments finis, de façon à traiter des problèmes assez ardus sur des grosses plateformes, sur des ponts, sur des grosses structures industrielles, sur des bâtiments. Lorsque ces structures en fait, sont composées de plusieurs centaines de milliers, ou de milliers de poutres, hein, eh bien, effectivement, avec un code de calcul classique, comme ceux que vous avez déjà vus, vous avez peut-être déjà vu Abacus, vous avez peut-être déjà vu COMSOL, donc avec des éléments tridimensionnels, eh bien, effectivement, ça ne marche pas très bien. Et au contraire, c'est trop long. Donc, du coup, il faut faire des modélisations simplifiées. Et en fait, la théorie des poutres est là pour traiter des problèmes en modélisation simplifiée. Alors, le domaine d'application de la théorie des poutres, eh bien, ça va vraiment, ça peut tester absolument, faire des calculs sur n'importe quoi. En fait, la taille n'importe pas, ça peut être des poutres qui sont minuscules, hein, quelques microns à plusieurs centaines de mètres. Et donc tout ça, ça a été mis en place en premier par Jacques Bernoulli avec Léonard Euler. La théorie des poutres a vu ensuite un perfectionnement au 19e siècle, et depuis, il y a toujours des gens qui travaillent sur la théorie des poutres, mais pour faire des calculs, par exemple, en grande transformation, alors que la théorie des poutres qu'on va voir ensemble, là, cela ne concernera que les petites déformations, dont nous serons toujours en HPP, hypothèse des petites déformations. Vous avez vu ça l'année dernière, au deuxième semestre, et on va se cantonner dans ce cours-là aux hypothèses de petites déformations. Alors, des poutres dans la vie de l'ingénieur, en voici quelques-unes qui sont assez jolies, hein. Vous avez en haut ici donc, une grue libère donc, qui permet, elle, d'assembler d'autres grues de ce style-là, par exemple. Donc ici, vous avez un treillis de poutres. Donc là, pour calculer une grue comme ça, il faut des logiciels spéciaux. Il y en a un qui s'appelle RISA 3D, qui est beaucoup utilisé, par exemple, par une société à New York qui fait la certification de toutes les grues qui sont installées dans la ville de New York. Ça s'appelle Howard Shapiro et compagnie. Et donc, cette société utilise des logiciels de calcul éléments finis basés sur la modélisation des poutres. Ici, vous avez une poutre donc, dans un aéroport, donc, non, c'est un stade, pardon, excusez-moi, qui est une poutre courbe avec des voilages de renfort. Ici, vous avez une poutre avec une forme un petit peu particulière, puisque vous voyez que son axe médian en fait, est sous forme d'ellipse. Donc ça, c'est un porte-conteneur. Cette énorme pelleteuse en fait, peut être calculée en poutre en première approximation. Et même ce bateau-là, en fait, ce bateau, initialement, la première chose qu'on fait quand on conçoit un bateau, eh bien, on calcule le bateau à la torsion avec un modèle poutre, de façon à voir s'il va effectivement résister à la torsion. Voilà, un bateau le même mais un peu plus tordu. Voilà une magnifique poutre. Ici, donc, c'est Orion, en décembre 2014, donc une fusée qui est lancée par la NASA. Et eh bien, chaque réservoir peut être calculé en première approximation avec la théorie des poutres. Ensuite, on va voir que ça ne suffit pas parce que lorsqu'on va vouloir faire du flambement, il faudra prendre en compte la pression interne à l'intérieur des boosters et des réacteurs. Et là, effectivement, la théorie des poutres ne suffit plus. Alors, il y a deux objectifs dans ce cours, qui va être assez rapide, puisqu'en fait, on a juste 10 heures hein, de cours sur cette théorie des poutres, et la théorie des plaques d'ailleurs, donc ça fait vraiment encore moins sur la théorie des poutres. Le but, c'est de dimensionner des structures qui sont à base de poutres, et vous allez avoir des critères pour ce dimensionnement qui seront liés soit au chargement, donc c'est pour ça que vous allez devoir savoir calculer des efforts internes à la structure. Ces efforts internes sont ni plus ni moins, comme vous le savez déjà, l'intégrale des contraintes à l'intérieur de cette structure. Et puis, vous allez aussi avoir des critères qui sont liés au déplacement. Là, par exemple, pour le calcul de la déformée de la poutre. Alors, les Anglais disent plutôt la déplacer. En fait, en français, on dit la déformer. En réalité, ce sont les déplacements qu'on va essayer d'estimer en tout point de la ligne moyenne de la poutre. Et une fois qu'on a calculé ces déplacements, on va pouvoir les comparer à des critères qu'on s'est fixés. Par exemple, est-ce qu'un arbre en rotation peut faire
5 degrés de déplacement angulaire avant de commencer à transmettre un couple. Bon, ben, ça, c'est quelque chose qui se calcule sur, par exemple, des bateaux. L'objectif 2, c'est que, comme c'est quand même lié aussi à un court élément fini qui va derrière, c'est de savoir reconnaître en fait dans quelle mesure vous pouvez faire de la modélisation poutre sur des solides déformables, parce que ce n'est pas évident, il ne faut pas qu'ils soient trop ramassés, il ne faut pas qu'il y ait des concentrations de contraintes, il ne faut pas qu'il y ait des formes tarabiscotées. Donc ça, c'est un peu le problème qui va être soulevé et le problème auquel vous devez répondre en tant que futurs ingénieurs, c'est-à-dire savoir comment modéliser des solides déformables avec la théorie des poutres. On va faire énormément d'hypothèses en fait, et il va falloir qu'à chaque fois vous vous interrogiez à savoir quelles hypothèses vous allez retenir pour faire votre calcul. Et ça, c'est un point assez délicat, donc il ne faudra pas se perdre dans la jungle des hypothèses. Enfin, eh bien, vous aurez une introduction aux éléments poutres qui sont utilisés dans les codes de calcul éléments finis dans la deuxième partie, donc vous verrez avec un autre enseignant qui est Nafal Blal. Voilà pour les objectifs du cours. Alors, je vais vous montrer tout de suite le dernier transparent du cours, hein, puisqu'on veut arriver à ça. Le but de ce cours, c'est d'arriver à calculer l'énergie interne totale, hein, qui s'appelle ici W int. Hein. Cette énergie interne totale, donc tout au long de la poutre. Hein. Ici, vous avez une intégrale qui va de la cis curviligne du point de départ de la poutre jusqu'au point final de la poutre. Et donc, le but, c'est de savoir calculer cette énergie. Alors, vous voyez apparaître ici des tas de choses. Hein. Vous voyez apparaître des quantités. Une que vous connaissez déjà, c'est le module de Young qui est ici. Donc là, vous avez un paramètre matériaux. Et G, c'est le module de cisaillement transversal que vous connaissez également. Par contre, il va falloir qu'on sache calculer toutes ces quantités ici, qu'on appelle les composantes du torseur des actions internes. Donc on va définir ça ensemble. Et grâce au calcul de cette énergie interne ici, eh bien, grâce également au premier principe que vous voyez intervenir ici, puisqu'on a égalité entre l'énergie externe et l'énergie interne, eh bien, on va pouvoir calculer des déplacements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Castigliano. Et on pourra même faire l'inverse, c'est-à-dire que si on a des déplacements imposés, comme par exemple ici, on a un déplacement imposé à 0, donc par exemple un encastrement, eh bien, ça va permettre de lever en fait, des inconnus en effort qu'on appelle des inconnus hyperstatiques, et ça, c'est le théorème de Menabrea. Donc, pour les admis directs qui ont déjà fait, par exemple, un UT GMP, vous allez être tout à fait dans votre, on va dire, dans votre domaine, puisque vous avez vu ça en long et en large. Donc, normalement, ce cours ne vous posera aucun problème, si ce n'est qu'on va l'aborder d'une façon un peu plus théorique que ce que vous avez déjà vu. Donc voilà, ça c'est notre point d'arrivée, et on va essayer pour y arriver, de suivre exactement le schéma que vous avez suivi en troisième année sur les solides 3D. Donc, on va utiliser la dualité énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie du cours qui va concerner la cinématique. Donc, on va calculer des tenseurs de déformation, des déplacements, des choses comme ça. Et puis, on a une autre partie qui va concerner la sténique, qui est ici. Et là, on va calculer des contraintes et éventuellement, donc, on va utiliser des lois de comportement pour lier les deux, forcément, hein, sauf qu'elles vont être très simplifiées dans la modélisation poutre. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir estimer tout ce qu'on cherche, c'est-à-dire ces fameuses contraintes en un point de la poutre pour faire du dimensionnement ou éventuellement des déformations et des déplacements qui vont se trouver ici pour faire du dimensionnement en déplacement ou en déformation. Voilà, donc on va utiliser ce chemin-là pour pouvoir arriver à notre but, qui est de calculer cette énergie interne, entre autres. Alors, on fait les calculs ici en énergie, on pourrait les faire en puissance, hein, donc c'est la même chose, sauf que là, à ce moment-là, ça serait à chaque instant, et on ne ferait plus intervenir des vitesses, des déformations, mais dans ce cas-là, des taux de déformation. Les déplacements seraient des vitesses, et à ce moment-là, on formule tout en puissance. Donc ici, nous, on va faire une formulation uniquement en énergie. Alors, on va commencer par un chapitre qui est assez long, ce sont toutes les définitions et les hypothèses, et on va utiliser quelques notions que vous avez déjà vues en troisième année. Alors, ça, c'est mon arbre d'hypothèses, c'est pour vous montrer à petit peu près où on va se situer quand on va arriver à la fin du cours. Donc, quand on parle de solide déformable homogène, c'est déjà une hypothèse en fait qu'on a faite par exemple dans votre cours de troisième année au second semestre.
On a essentiellement vu avec ces solides déformables des perturbations qu'on a appelées petites. Donc on était en hypothèse de petites perturbations, c'est-à-dire petits déplacements, petits gradients de déplacement, petites rotations, etc. Et ça, c'est par opposition aux grandes transformations. Les grandes transformations, vous les verrez peut-être un peu plus tard en CE. Et là, à ce moment-là, vous avez d'autres hypothèses qui vont se faire derrière. Ici, on va rester dans cette partie de l'arbre, c'est-à-dire en petites perturbations. En petite perturbation, on peut avoir plusieurs types d'élasticité, des élasticités linéaires ou non linéaires. Donc, vous pouvez par exemple travailler soit avec des aciers, des aluminiums, ou alors avec des élastomères. À ce moment-là, vous êtes plutôt ici. Donc nous, dans cette partie du cours, on ne va pas traiter d'élasticité non linéaire. On restera en élasticité linéaire. Enfin, à partir de là, on commence vraiment à arriver dans le domaine des poutres. Et il y a deux grandes hypothèses sur les poutres. C'est les poutres dites de Timoshenko, les poutres de Bernoulli-Navier. Donc nous, on va beaucoup développer les hypothèses de Bernoulli-Navier, tout simplement parce que c'est un cadre qui permet des calculs assez simples, même des calculs à la main. Et entre autres, c'est la plupart du temps le cadre qui est utilisé dans les codes éléments finis. Mais vous verrez quand même ce que c'est qu'une hypothèse de poutre de Timoshenko. Ensuite, les poutres ont différentes formes. Elles peuvent être rectilignes, donc c'est les formes les plus simples. Mais avant d'être rectilignes, elles peuvent être gauches ou planes. Donc là, ça veut dire qu'elle est courbe, mais dans un plan. On va voir ensuite, pour faire des calculs assez simples dans les TD, souvent des poutres dites quasi rectilignes. Et chaque poutre peut avoir soit des sections circulaires, soit des sections non circulaires. Voilà à peu près l'arbre des hypothèses qu'on va utiliser. Oui, je t'écoute. C'est très bizarre. Je ne sais pas si c'est il y a que moi ou si c'est pour d'autres personnes. Mais Ouais, je suis non. pas. Non, j'entends pareil aussi. Pareil pour nous. C'est-à-dire, expliquez-moi. Ça grésille un peu, c'est... Ça grésille. Il y a une perturbation pour la voix. J'entends pas bien ce que tu as dit là juste avant. En fait, quand vous parlez, votre micro, il grésille depuis, Depuis combien de temps il fait ça? depuis une minute environ. Ah, depuis juste une minute? Ouais, Et là, il y a toujours le grésillement là, en ce moment? oui, Ok, je vais changer de micro. merci. Voilà, j'ai changé. Dites-moi ce que ça fait. Ouais, Beaucoup mieux. Ok, ça marche. Ben, je coupe l'autre micro alors, ça marche. Je vais garder sur celui-là, puis n'hésitez pas à me dire si ça se remettait à plus marcher. Après, c'est possible aussi que ce soit ma connexion Internet des fois. Mais bon, le grésillement, quand même, ça paraîtrait plutôt le micro. Ok, donc on a fini pour les hypothèses. Et donc, je reprends la diapo d'après et on va définir la géométrie. Alors, la géométrie d'une poutre est très très simple. Donc, c'est un corps déformable déjà, ça c'est sûr. Par exemple, si on parle de barre, ça ressemble à une poutre, une barre, mais en fait, le corps dit barre en fait n'est pas déformable. Donc, une poutre, par contre, c'est un corps déformable. Alors, on a une dimension qui est notée ici L, qui est la dimension longitudinale, qui est très supérieure aux deux autres dimensions, qui sont donc les dimensions de la section. La section qui est en grisé ici, donc par exemple, bon, si on prend la plus grande dimension de la section, c'est H. Donc il peut y en avoir deux, H1, H2, voilà, donc ça c'est les dimensions transversales, et elles sont très petites devant elles en fait. Ce sont des solides aussi qu'on appelle accord fibre moyenne. Donc on a en fait une fibre moyenne qui est ici représentée donc au milieu de la poutre. Et lorsqu'on va commencer à faire des modélisations poutres, d'ailleurs, on ne représentera plus que la ligne moyenne ici, entre G0 et G1, et on ne représentera plus du tout la poutre en 3D comme je l'ai fait ici. Alors, comme on veut partir du 3D pour aller vers la modélisation poutre, pendant un certain temps, vous verrez effectivement des diagrammes en 3D et pas que la ligne moyenne, ou la fibre moyenne, ce qui est la même chose en fait. Alors, au niveau des sections, donc les fameuses sections, c'est ce qu'on appelle les sections droites, elles peuvent être de plusieurs types. Vous avez ici sur la gauche un exemple de section dite pleine. Donc ça, c'est une section rectangulaire, une section circulaire. Vous voyez qu'à chaque fois, on va s'intéresser à la ligne moyenne qui va passer par l'ensemble des barycentres de ces sections. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai représenté le barycentre ici, G. Vous avez sinon ce qu'on appelle des sections profil mince ouvert. Voilà, ça c'est une section à profil mince ouvert. Donc là, par exemple, c'est un U. Voilà, vous avez des choses comme ça qui s'appellent aussi des I. Donc ça, c'est des poutres qui sont très classiques en construction, par exemple, pour faire des maisons ou des immeubles.
Vous avez ensuite des profils minces donc fermés unicellulaires. Voici un profil mince fermé unicellulaire. Donc là, c'est un tube, hein, tout simplement. Et bien ici, en fait, l'épaisseur va être encore plus faible, elle, devant les sections transversales, les dimensions transversales. Donc là, c'est encore une particularité. Et puis, vous pouvez avoir des profils minces multicellulaires, donc comme celui-ci. Donc vous avez en fait des parois intermédiaires à l'intérieur. La section en fait se trouve dans un plan, et ce plan est toujours considéré perpendiculaire à la ligne moyenne. Voilà. Donc localement en G, le plan dans lequel on va se trouver la section est toujours perpendiculaire à la ligne moyenne quand on décrit la poutre. Ici, vous avez les aires en fait, des sections, celle-ci s'appelle A0, A et A1. Ces aires en fait, peuvent évoluer, mais il faut qu'elles évoluent de façon faible si on veut pouvoir respecter les hypothèses de poutre qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la ligne moyenne, ce qu'on appelle la ligne moyenne ou la fibre que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'ensemble des isobarycentres des sections droites qui sont paramétrées en fonction d'un réel P. Bon, jusque-là, ça veut simplement dire que vous avez une courbe paramétrique. Donc cette courbe paramétrique, pour la définir, si vous avez donc une base orthonormée quelconque qui permet de repérer votre poutre, eh bien, vous allez avoir la composante du vecteur OG qui s'appelle XG qui va être fonction de P, YG va être fonction de P, ZG va être fonction de P. Voilà, donc ici, en fait, vous avez la composante dans la base OXYZ du point G qui est ici. Alors, très souvent, on va repérer ce point G non pas par rapport à la base orthonormée qui est ici, mais par rapport en fait au point G0, et on va le repérer entre autres par rapport à son abscisse curviligne par rapport à G0. Cette abscisse curviligne, elle s'appelle S ici. Donc pour pouvoir la calculer de façon la plus générale possible, alors vous avez vu cette relation déjà en MMEF, eh bien on va utiliser simplement l'intégrale de S0 à S ici, S1 ici, donc de cette quantité-là ds. Et cette quantité-là ds, elle vaut l'intégrale des dérivées partielles, ici j'ai qu'un seul paramètre, donc de xg par rapport à dp, mon paramètre ici, au carré, plus d de yg sur dp au carré, plus d de zg sur dp au carré, le tout fois dp. Donc ici, c'est parce que j'ai une courbe paramétrée, et ce que vous voyez là, en fait, c'est ni plus ni moins que Pythagore. Donc on va repérer en fait systématiquement chaque point de la poutre par cette abscisse curviligne qui se balade en fait sur la fibre moyenne. Une fois que je vous ai dit ça, vous savez à peu près tout sur la façon de repérer un point sur la poutre. On va associer à ce point un repère mobile. Alors, ce repère mobile, vous le connaissez déjà, en fait. C'est ce que vous avez appelé en MMEF l'année dernière, par exemple, la base naturelle. C'est la base naturelle, à un petit détail près, c'est que cette base naturelle, on la prend systématiquement, en théorie des poutres, orthonormée, ce qui n'est pas forcément le cas d'une base naturelle quelconque. Donc cette base naturelle en poutre, on va toujours la prendre orthonormée, et donc elle a même un petit nom, cette base naturelle, elle s'appelle le repère de Freinet. Donc c'est une base orthonormée qui a pour origine le centre de gravité. Donc ce qui signifie, comme vous le voyez marqué ici, que chaque vecteur de la base va dépendre de l'abscisse curviligne. Donc systématiquement, si elle dépend de l'abscisse curviligne, ça veut dire que c'est une base mobile. Et donc, on va avoir besoin, pour cette base de mobile, de calculer les symboles de Christoffel lorsqu'on va vouloir commencer à dériver nos vecteurs. Donc ça va vous rappeler des choses que vous avez déjà vues l'année dernière en MMEF. Alors, on va poser certaines choses, comme par exemple grand R de S, qui va être variable en fonction de l'abscisse curviligne, et qui s'appelle le rayon de courbure en G. Et lui, en fait, on va le poser tel que la norme du vecteur FR2 soit égal à 1. En fait, c'est ce qui va nous permettre de normer notre base. Alors, la définition de FR1, eh bien, vous retrouvez exactement la définition que vous connaissiez donc, en MMEF. Vous aviez, à l'époque, vous avez vu que EI, c'était D2OM sur DP, le paramètre, en fait. Et donc ici, le paramètre qu'on va utiliser, ça va être l'abscisse curviligne, donc c'est DS.
Si on veut mettre en fonction de dp, bah, c'est tout à fait possible. Il suffit d'écrire que d2og, en fait, la première composante, c'est d2xg sur dp fois dp sur ds. Donc, connaissant dp sur ds, bien à ce moment-là, on pourra directement calculer FR1. Donc ça, c'est la façon dont on obtient ce vecteur. Et comme d'habitude, bah, ce premier vecteur en fait, est tangent en fait, à la ligne moyenne sur laquelle on est en train de se déplacer. Donc FR1 est le vecteur tangent à la ligne moyenne. Ensuite, pour calculer FR2, eh bien, on va simplement lui adjoindre R de S ici, qu'on ne connaît pas pour l'instant, et on va dire que FR2, en fait, c'est la dérivée de FR1 par rapport à notre paramètre ds, à notre abscisse curviligne. Ensuite, on va calculer R de S de façon à ce que FR2 soit normé. Parce que là, autant ce vecteur-là, il est normé d'origine à cause de Pythagore, autant celui-ci n'est pas normé. Donc du coup, pour le normer, on va le multiplier par une fonction de S qui s'appelle R de S pour que en chaque point S, eh bien, ce vecteur FR2 soit normé. Le troisième vecteur, bah, lui, il est obtenu de façon assez simple. C'est simplement le produit vectoriel des deux premiers. Donc FR3, ça va être FR1 de S, vectoriel FR2 de S. Comme ces deux-là sont déjà normés, du coup, eh bien FR3 sera automatiquement normé. On va simplement donc définir ce qu'on appelle le rayon de torsion en G, qui est T de S, qui est noté ici. Et la définition de T de S, eh bien, c'est que c'est lui qui fait le lien entre FR2 de S et la dérivée de FR3 de S par rapport à ds. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le rapport moins T de S entre les deux. Donc FR2 de S, c'est moins T de S fois D2 FR3 de S sur ds. Alors, si vous avez 1 sur T de S qui est égal à 0, ça veut dire que votre courbe moyenne, qui est là, eh bien, elle est dans un plan. Donc c'est ce qu'on appelle une courbe plane. Et si en plus R de S, 1 sur R de S est égal à 0, à ce moment-là, bah, vous êtes dans un plan, mais en plus vous êtes sur une droite. Donc ça veut dire que vous êtes en fait rectiligne, complètement rectiligne. Donc là, vous êtes en train d'utiliser des poutres droites. Voilà, donc ici, rien de très très compliqué. Derrière, alors on va faire un exemple, je vous montrerai quand même sur un exemple ce que ça peut donner. Derrière, en fait, on va avoir besoin, puisqu'on va dériver des quantités qui sont exprimées dans le repère local FR1, FR2, FR3. Comment on va dériver ces quantités et qu'on va les dériver par rapport à l'abscisse curviligne, eh bien, comme ces vecteurs FR1, FR2, FR3 dépendent de S, hein, c'est pas noté sur le schéma, mais c'est bien noté ici. Alors après, on ne le note plus parce que ça dépend toujours de S, donc on ne le note plus. Mais comme ça va dépendre de S, ça veut dire qu'on va être obligé de connaître les dérivés de ces vecteurs systématiquement exprimés dans le repère local. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, on vous a appris il n'y a pas très longtemps en fait ce que c'était qu'un symbole de Christoffel. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Je vais arrêter le partage d'ici. Donc normalement, si tout va bien, vous devriez voir l'écran de mon iPad à ce moment-là. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition des symboles de Christoffel. On vous a dit que gamma IJK, en fait, c'est la dérivée de EK. Donc ça, c'était un vecteur contravariant par rapport à PJ, qui est un paramètre, dans la base covariante EI. Voilà. Alors, si vous êtes en base orthonormée, bah, tout ça, ça se simplifie, puisque si vous êtes en base orthonormée, ce truc-là, donc ça c'est que vous êtes en base orthonormée, ça va être égal à D de EK. En fait, vous n'avez plus qu'un repère covariant, vous n'avez plus de repère contravariant, une fois contracté à EI. Voilà. Donc ça, eh bien, si vous regardez bien, c'est exactement la dérivée en réalité par rapport à vos paramètres P de J. Si vous dérivez tous vos vecteurs de votre base, donc de votre base mobile, hein, qui est votre base naturelle ici, voilà, donc ils sont en fonction de P de J, hein, ces vecteurs, eh bien, les coefficients de Christoffel, en fait, ils interviennent ici. Ça, c'est gamma 1, 1J, parce qu'on dérive par rapport au paramètre de J. Ça, c'est gamma 1 de J, et ça, c'est gamma 3, J de 1. Donc là, on est avec le vecteur 1. Alors, je vais vous mettre tout de suite
la matrice de vecteurs correspondant ici. Voilà. Et donc là, vous avez un produit matrice vecteur, tout simplement. Alors, il faut faire attention, hein. C'est un produit matrice vecteur, mais là-dedans, il y a des vecteurs, en fait. Dans cette colonne-là, en fait, ça, c'est une colonne de vecteurs. Donc, on n'est pas en train de regarder un tenseur, là, c'est bien une matrice de vecteurs colonne. Donc ici, ben, ensuite, je ne vais pas tous vous les écrire, mais là, j'ai gamma 2, gamma 2, gamma 3, gamma 2 ici. Puis là, je vais avoir gamma 3 ici. Voilà. Et donc là, bah, si j'ai cet indice-là, ici, je vais avoir, ici, je vais être avec 1J, pareil, 2J, 3J, 3J, 2J et 1J. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière en MMF. Alors, dans le cas des poutres, si je formule autrement, bah, mon P de J, là, en fait, c'est mon abscisse curviligne. Donc, j'ai qu'un paramètre qui va s'appeler S, qui est mon abscisse curviligne. Donc, du coup, eh bien, si je veux faire mon calcul, si je veux connaître les dérivés par rapport à ds de mes vecteurs de Freinet, FR1, FR2, FR3, eh bien, ça va être en fait ma matrice de symboles de Christoffel fois FR1, FR2, FR3. Donc, ce qu'on appelle les formules de Freinet, eh bien, c'est ça. Ça, ce sont les formules de Freinet, c'est le calcul, en fait, des symboles de Christoffel. Alors, il y en a qui sont déjà donnés, puisqu'en fait, vous voyez que j'ai déjà eu la définition, en fait, par exemple, de D2FR1 sur DS. Je sais que c'est égal à 1 sur R2S FR2, et uniquement à ça. Donc ça veut dire que la première ligne qui est là, je la connais déjà. La première ligne qui est là, en fait, cette ligne qui est là-haut, là, eh bien, si je veux l'écrire, elle vaut 0, 1 sur R2S et 0. Voilà, donc cette ligne-là, je la connais déjà. Ensuite, alors attendez voir. Si je veux regarder ce qui se passe ensuite avec l'autre, une question? Ethan? Non, pas de question. Si je veux regarder ce qui se passe sur la dernière ligne, donc ici, là, voilà, sur ce calcul-là, en fait, j'ai déjà la réponse aussi. J'ai déjà la réponse parce que je vous ai dit que D de FR3 sur DS, eh bien ça, c'est égal, par définition, hein, moins 1 taux de S FR2. Voilà. Donc ça veut dire que cette ligne-là, eh bien, je la connais, elle vaut aussi 0, moins 1 sur taux de S cette fois-ci, et 0. Donc la seule ligne qui me reste à trouver, c'est la deuxième ligne ici, pour avoir l'intégralité de mes formules de Freinet. Alors je ne vous fais pas toute la démonstration, mais elle est assez simple. On va simplement partir du fait que FR2, c'est le produit vectoriel de FR1, de FR3 pardon, par FR1. Ça, c'est la définition de FR2. Et cette définition-là, eh bien, on va la dériver. Donc on fait D de FR2 sur DS, qui va être égal à D de FR3 sur DS vectoriel FR1, plus FR3 vectoriel D2FR1 sur DS. Donc on distribue. Et ensuite, en utilisant les deux relations qu'on a vues ici et ici, eh bien, on va pouvoir remplacer ce que vaut par exemple D2FR1 en fonction des autres vecteurs et ce que vaut D2FR3 en fonction des vecteurs. Donc avec les deux relations 1 et 2, alors vous pouvez mener le calcul jusqu'au bout, hein, vous allez trouver que, ben, en fait, D2FR2 sur DS, ça va être égal à plus 1 sur T2S FR3. Donc là, ça veut dire que ici, je vais avoir un plus 1 sur T2S qui est ici. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir moins 1 sur R2S, donc fois FR1.
Donc attention, hein, le passage de ça à ça, c'est pas immédiat, hein. Donc il faut faire un petit peu de calcul. Donc là, ça veut dire que si mon vecteur D2FR2 sur DS, il vaut ça, ça veut dire que ici, j'ai un 0. Et ici, j'ai un moins sur 1 sur R2S. Voilà. Et donc ça, cette matrice-là, je vous remontre donc ce qu'elle est, hein, c'est celle qui va me lier les dérivés de mes vecteurs par rapport à DS en fonction de mes vecteurs. Voilà. Alors, j'arrête le partage de l'iPad et je repartage donc le diaporama. Alors, partager l'écran du diaporama. Voilà, je pense que là, vous voyez tous, du coup, maintenant, la nouvelle diapo. Donc ça, c'est ni plus ni moins que le résumé que vous venez de voir en démonstration. Donc ça va nous être utile, en fait, pour la suite, pour pouvoir exprimer les dérivés de ces vecteurs de Freinet dans la base locale. Alors, systématiquement, on va arrêter de mettre les fonctions de S. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les R2S, T2S, FR1-2S, etc. Parce que de toute façon, en fait, ce sont toutes des fonctions en fait, de S. Donc là, aucun problème là-dessus. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble une poutre, par exemple, qui est une courbe plane, eh bien, vous avez au milieu, là, une poutre en courbe plane. Ça veut dire que la courbure de torsion, en fait, est égale à 0. Et par contre, cette courbure-là, donc, est différente de 0. Alors ici, en plus, c'est une courbe plane un peu particulière, puisque c'est un demi-cercle. Donc, R2S a une autre particularité dans ce cas, c'est qu'il est constant. C'est-à-dire que le rayon de courbure, en fait, est constant. Vous avez vu aussi tout ça en MER, en fait, ce sont les différentes courbures, hein, les tenseurs de courbure, mais sauf que vous avez que deux composantes du tenseur de courbure. Une poutre donc rectiligne, ben, vous le saviez déjà, c'était 1 sur T2S égale 0, 1 sur R2S égale 0. Et si vous avez par exemple un ressort, ben, dans ce cas-là, vous allez avoir à la fois une courbure de torsion et une courbure qui est non nulle, en fait. Voilà. Donc ça, c'est typiquement 1 sur T2S et 1 sur R2S différents de 0. Ok. On peut maintenant regarder ça sur un exemple. Donc on va faire un exemple très simple. Je vais repartager du coup l'écran de l'iPad. Voilà. Ok. Alors, imaginez que nous soyons donc dans ce cas-là. C'est pour vous montrer en fait un exemple de calcul. On va faire un exemple assez simple sur une droite. Donc voilà mon repère orthonormé de référence. Et là, je vais avoir en fait une simple droite. Donc ici, j'ai un point G1. Là, en fait, mon point G0 est confondu avec l'origine de mon repère. Et je vais me placer ici en un point G pour faire mon calcul donc de FR1. Alors pour l'instant, je mets encore 2S pour que vous voyez bien qu'en fait, ça va bien dépendre de S. Alors ici, c'est un cas un peu particulier parce que quel que soit S, donc l'abscisse curviligne S, elle est là, hein, quel que soit S, en fait, eh bien, il se trouve que là, comme c'est une droite, mes vecteurs vont être constants. Et là, je vais avoir un plus pi sur 2 par rapport à FR2. Alors, comment est-ce que je vais trouver ces vecteurs-là? Alors, je repars de la définition. Donc, je vais repartir de la définition de mes vecteurs. Donc, OG, c'est une droite paramétrée, donc je peux la paramétrer. XG de P, ça va être par exemple, c'est un exemple, hein, c'est 3P, et YG de P, c'est 2P. Je vais rester dans le plan, donc je ne vais pas trop m'occuper de la composante ZG, hein, mais je vous la mets quand même ici, donc je suis dans un plan. Donc ça, c'est ZG de P, ça sera toujours égal à 0. Pour trouver FRA, bah, j'utilise simplement la définition. Donc la définition de FR1, eh bien, c'est la dérivée de OG par rapport à P. Donc ici, eh bien, on y va. Ça veut dire que mon vecteur, si je dérive par rapport à P, ça va être 3, 2 et 0. Je vous ai dit une bêtise, ça c'est pas de FR1, je calcule en fait cette dérivée-là parce que je vais en avoir besoin.
Parce que si c'était FR1, en fait, le vecteur serait normé. Et ce n'est pas le cas. Donc ensuite, il va falloir que je calcule en fait ds sur dp, et même dp sur ds. Donc pour pouvoir le calculer, je vais utiliser la définition de ds. Donc je vais devoir calculer, donc ça en fait, ça c'est ni plus ni moins que le vecteur dxg, dyg, dzg. Et je vais utiliser la définition qui est que ds, c'est la racine carrée, ça c'est l'incrément de l'abscisse curviligne, de dxg sur dp au carré, plus d2yg sur dp au carré, plus d2zg sur dp, le tout au carré, fois dp. Donc ici, eh bien, ces quantités-là, je les ai déjà calculées. Voilà, ça c'est en fait c'est fou, c'est fois dp tout ça. Et donc du coup, je vais trouver que ds c'est égal à racine de 13 fois dp. Je vais en déduire que ce qui m'intéresse moi, ça va être dp sur ds, ça va être 1 sur racine de 13. Du coup, je vais pouvoir calculer FR1, qui va être égal, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien D2OG sur DS. Et ce D2OG sur DS, je vais le décomposer en D2OG sur DP. C'est pour ça que c'est le premier calcul que je vais faire, fois DP sur DS. Donc, si je maintiens ça, ça va me donner un vecteur qui a pour composante 3 sur racine de 13, 2 sur racine de 13 et 0. Voilà, donc ça, ce sont les composantes de FR1, donc mon vecteur tangent. Alors ici, vous voyez que mon vecteur FR1 ne dépend pas de S. Donc du coup, quand je vais vouloir calculer FR2, il faut que je dérive D de FR1 par rapport à DS. On y va. Et bien ici, c'est assez simple, je vais obtenir le vecteur nul. Donc ça ne veut pas dire que FR2 est nul en fait, ça veut dire que mon vecteur FR2, bah, je peux le choisir comme je veux. Comme je le veux, parce que en fait, ma relation, c'est que D de FR1 sur DS est égal à 1 sur R2S FR2. Donc, ça peut être très bien différent de 0. Le R2S, là, il peut très bien être égal à 0, et ça, c'est le vecteur nul. Donc, ça veut dire que FR2, je peux le choisir comme je veux. Donc là, c'est un cas un peu particulier, parce que effectivement, je vais avoir un sur R2S qui est égal à 0, donc je vais choisir FR2 comme je le souhaite. La seule chose que je dois quand même vérifier si je veux que ça soit une base orthonormée, il faut que j'impose à ce que FR2, la norme, soit égale à 1. Et la deuxième chose que je dois imposer, c'est que FR1 scalaire FR2 doit être égal à 0. Voilà, c'est la seule chose que je dois imposer. Donc je prends un vecteur perpendiculaire, je peux prendre n'importe lequel, je ne suis pas obligé de prendre celui qui a plus pi sur 2, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma. Je peux très bien prendre un vecteur, comme je vous ai montré là, ici, là, il était à plus pi sur 2. Je pourrais bien prendre moins pi sur 2, ça marcherait aussi. Après, il se trouve que là, je préfère prendre un repère orthonormé direct, donc c'est beaucoup plus simple pour faire mes calculs ensuite. Donc là, j'ai décidé de prendre le vecteur perpendiculaire, donc je choisis FR2, qui est égal à moins 2 sur racine de 13, 3 sur racine de 13 et 0. Voilà, et là j'ai FR2. Pour calculer FR3, ici il n'y a aucune importance puisque je suis dans le plan XY, donc FR3, si je fais le produit vectoriel des deux, je vais trouver forcément 1 suivant Z, donc FR3 c'est Z. Voilà, en résumé, j'ai FR1, FR2, FR3. Et donc ça, c'est égal à, dans ma base euclidienne XYZ, 2 sur racine de 3, de 13, pardon, 0, moins 2 sur racine de 13, 3 sur racine de 13, 0, 0, 0, 1. Voilà, dans le repère X, Y, Z. Bon, c'est un cas un peu simple, puisque c'est juste une droite. Donc après, en TD, vous ferez des cas un peu plus compliqués. Vous pouvez, par exemple, pour vous entraîner, donc calculer le repère de Freinet avec une courbe paramétrée que je vous donne maintenant,
qui va être un cercle. Donc par exemple, vous allez avoir XR cosinus P. Donc P, du coup, ça va devenir l'angle. Hein. Vous allez avoir YG, ça va être R sinus P. Et R, c'est le rayon du cercle. Et vous allez avoir 0 ici. Voilà. Donc si vous faites exactement les mêmes calculs, vous allez donc trouver ce que vaut FR1, FR2 et également ce que vaut R2S. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez traiter. Alors, vous avez les réponses en fait de ces exemples hein, sur Moodle, dans la partie de démonstration du cours. Donc là, vous les faites chez vous, et puis ensuite, derrière, vous pouvez vérifier que vous avez bien juste donc, en regardant la partie démonstration de Moodle. Voilà, on va arrêter là pour les repères de Freinet, puisque c'est quand même pas très compliqué, et on va passer donc à la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Ok, donc je retourne maintenant sur le diaporama. Alors, on va également avoir besoin de définir ce qu'on appelle les moments statiques et les moments quadratiques d'une section droite. Donc là, cette fois-ci, on va se placer dans la section droite et on va regarder donc ce qui se passe dans cette section droite par rapport au repère local de Freinet. La seule vecteur que je peux faire apparaître dans cette section droite, ça ne va pas être FR1, bien sûr, puisque lui, il est perpendiculaire à mon plan. Donc, je ne vais voir que FR2 et FR3. Alors, si je l'ai mis dans ce sens-là, c'est pour être compatible avec la figure tridimensionnelle qui est en bas de la diapo. Donc, c'est pour ça que vous avez... Je suis en train de regarder ma section droite, en fait, de ce côté. Je pourrais la regarder de l'autre côté. Hein. Mais là, comme j'ai coupé et que je regarde que le côté gauche de ma poutre, eh bien, je vais regarder, en fait, de ce côté-là. Ce qui fait que je vais avoir FR1 vers le haut et FR3 vers le bas. Je vais repérer un point P quelconque dans cette section de droite par les composantes x2, x3, qui pour l'instant sont par rapport à un repère quelconque, avec une origine quelconque O' ici. Donc vous avez E2 et FR2 qui sont confondus, et E3 et FR3 qui sont confondus. Je vais appeler R la distance entre O' et mon point P, et mon point G sera également repéré dans ce repère avec des composantes qui vont s'appeler du coup XG2 et XG3. Voilà, donc là je suis dans le plan de ma section droite et c'est le système d'axes que je vais repérer. Je vais appeler D de grand A une aire élémentaire autour du point P. Donc si par exemple je veux calculer l'aire complète de ma section, je vais intégrer sur grand A ce D de A pour pouvoir avoir mon aire complète. Voilà, donc ça c'est le système d'axes que je vais utiliser pour la définition des moments statiques et des moments quadratiques d'une section droite. Alors c'est quelque chose que vous avez normalement déjà vu, mais vous l'avez vu en plus compliqué. En fait, vous avez vu ce qu'on appelle les moments d'inertie. Donc pour un solide 3D, là c'est la même chose, sauf que vous êtes simplement en 2D, puisque vous êtes dans un plan. Alors je vais avoir besoin de ces définitions plus tard, donc je les introduis tout de suite maintenant, parce que c'est vraiment dans la partie définition effectivement des éléments poutres. Alors, la première chose que je vais définir, c'est les moments statiques. Les moments statiques, leur définition par rapport à O', eh bien, O'G, G étant le barycentre, c'est 1 sur A de l'intégrale de O'P dA. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je définis donc cette intégrale, je peux l'exprimer en exprimant tout simplement le vecteur O'P. Le vecteur O'P, il a pour composante x2 et x3 suivant E2 et E3. Je développe cette intégrale et j'obtiens du coup la définition ici des moments statiques. Donc les moments statiques, par exemple, ici de l'axe E2, il s'appelle QO'3. Alors le Q, c'est le moment statique. O', ça veut dire qu'il est par rapport à O', et 3 signifie qu'il est en fait suivant l'axe 2 en réalité, parce que c'est le moment statique qui tourne autour de l'axe 2. Il tourne comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle QO'3. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux définir le QO'2, qui lui est projeté suivant E3, mais qui tourne autour de l'axe E2. Et donc je divise à chaque fois par l'aire totale, et donc j'ai la définition ici de mes moments statiques.
Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que si je prends comme origine, non pas un point quelconque O' qui est là, mais je prends G, à ce moment-là, ce vecteur-là devient le vecteur nul. Et donc ça me donne une définition de ce que c'est que mon barycentre. En fait, le barycentre, c'est le point où les moments statiques, donc ces intégrales-là, en fait, eh bien, sont nuls. Et effectivement, ça c'est la définition du barycentre. Donc ce qu'on va faire pour simplifier les calculs, de façon à faire disparaître tous les moments statiques, eh bien, on va systématiquement, pour nos futurs calculs, prendre comme origine de la section de droite, non pas un point quelconque, mais le barycentre de la section de droite. Donc si on fait ça, eh bien, toutes ces intégrales-là vont devenir nulles. Donc ça simplifiera énormément les calculs. Voilà pourquoi j'avais besoin de définir les moments statiques. Ensuite, je vais définir les moments quadratiques. Donc toujours d'une section à partir de O'. Après, on les définira aussi en G. Donc là, si je veux définir par exemple OI, le moment quadratique par rapport à O' suivant l'axe 2, je vais l'appeler IO' de 2. Et lui, en fait, sa définition, c'est l'intégrale sur la surface, cette fois-ci non pas de x3, mais de x3 carré. Le moment statique, en fait, c'est x3, le moment quadratique, c'est x3 carré que je vais intégrer, et ça me donne IO' de 2. Le moment quadratique suivant 3, ça va être IO' 3, et c'est l'intégrale suivant A de x2 carré dA. En fait, ça, c'est les distances qui sont là, en fait, par rapport à cet axe-là. Je suis en train de tourner autour de l'axe 3, voilà, mais j'intègre en fait cette distance-là au carré, c'est-à-dire le x2 au carré qui est là. Donc ça, c'est le moment statique autour de l'axe 3, qui est ici, de ma section. Et enfin, j'en ai un dernier, qui lui, en fait, je note IO'11, en fait, il est souvent noté I0, celui-là, et lui, en fait, il est suivant l'axe qu'on ne voit pas, qui est FR1, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a le 1,1 qui est là, et lui, c'est l'intégrale sur la surface de x2 carré plus x3 carré, et comme on avait défini cette distance comme étant égale à r, bah, c'est ni plus ni moins que l'intégrale de r carré dA. Donc ça, c'est un moment quadratique en torsion en général, pour ce qu'on appelle sur les poutres, c'est celui qui est suivant l'axe E1. Enfin, vous avez le produit quadratique, donc dans la section droite, donc qui est IO' de 3, et lui, c'est l'intégrale sur l'aire totale de ma section du produit x2 fois x3. Voilà, donc là, on a défini ce que c'était des moments statiques, des moments quadratiques, et des produits quadratiques, effectivement, donc de notre section droite. Donc tout cela, eh bien, c'est des choses, c'est des notions que vous allez devoir maîtriser à un moment donné, chaque fois que vous allez faire des calculs de poutres, parce qu'effectivement, on va en avoir besoin, par exemple, pour déterminer les contraintes à l'intérieur de la section, par exemple. La plupart du temps, lorsque vous achetez des poutres pour pouvoir faire de la construction mécanique, les moments quadratiques sont donnés par le vendeur de la poutre, de la section, en fait. Donc, du coup, vous n'avez jamais en fait, à les recalculer. C'est très rare, en fait. Et quand vous allez utiliser un code élément fini, eh bien, vous allez dessiner en réalité votre section, et c'est le code élément fini qui va vous calculer directement ces moments quadratiques. Et il va aussi vous calculer les moments statiques, parce que c'est lui qui va vous calculer aussi le barycentre de votre section. Et il va aussi vous calculer les produits quadratiques, voire même vous donner les axes principaux. Parce qu'effectivement, en fait, vous l'aviez déjà vu précédemment donc pour ce qu'on appelle les matrices d'inertie, et bien en fait, cette matrice d'inertie, en réalité, ce n'est pas une matrice, c'est un tenseur. Et donc ce tenseur d'ordre 2, si on le définit uniquement dans le plan, eh bien, il va s'écrire comme cela. Si vous prenez, au lieu de prendre O' comme référence, vous prenez G, eh bien, on va l'indiquer comme étant IG de 2, IG 3,3. Bon, jusque-là, rien de spécial. Par contre, il faut juste faire un petit peu attention sur les tenseurs de moments quadratiques. Ici, ce n'est pas IG de 3, mais moins IG de 3 qui intervient comme composante. Comme tout tenseur, eh bien, vous allez pouvoir déterminer des axes principaux. Et ces axes principaux, ici, on va les noter L, L2, L3, L1. Donc, vous voyez que sur cet axe, dans cette base-là, eh bien, votre tenseur va être diagonal. Donc là, vous êtes dans les axes principaux de votre tenseur de moments quadratiques.
et on va repérer l'angle que fait cet axe principal-là par rapport à FR2, et on va appeler cet angle phi. Alors, comme tout est dépendant de S, il n'y a aucune raison que phi, cet angle-là, ne dépende pas aussi de S. C'est pour ça que je l'ai appelé phi de S. En réalité, toutes les quantités que vous avez là peuvent dépendre de S. Ça, c'est dans le cas où vous avez une poutre qui a une section qui est non constante. Parce que vous pouvez très bien avoir des poutres à section non constante. Et puis, vous pouvez aussi avoir des poutres, par exemple, qui tournent avec phi de S, qui peuvent être variables en fonction de S. Voilà, donc tout ça, ça permet de faire des calculs de plus en plus complexes sur des poutres de plus en plus complexes. Pour trouver les moments quadratiques principaux, on utilise toujours la même relation. Vu qu'on est dans le plan, le polynôme caractéristique qu'on doit résoudre est un polynôme de degré 2. On le résout et on obtient donc nos deux racines une fois pour toutes. Donc vous avez IG2 qui vaut IG de 2 plus IG33 sur 2 plus 1 demi de la racine carrée de IG de 2 moins IG33 au carré plus 4 IG23 au carré. Alors le fait qu'il y ait un moins ici, ne se voit pas ici parce qu'on prend le carré. Et puis l'autre valeur propre, c'est la même chose, mais avec un signe moins devant le radical. Pour trouver l'angle phi, c'est exactement la même relation. Phi de S, en fait, c'est 1 demi de arc tangente de moins IG de 3 divisé par IG de 2 moins IG 3. Alors là, pour le coup, on retrouve bien le signe moins de la composante moins IG de 3 qui est là. Alors, les directions propres et le repère de Freinet donc, sont simplement tournées d'un angle phi de S entre les deux, et FR1 et L1 de S, en fait, c'est exactement le même vecteur. Donc, les axes principaux, on va les appeler L1, L2, L3 de S, et on a effectivement FR1 qui est confondu avec L1 de S. Si on a phi de S qui est égal à 0, ça veut simplement dire que notre paire de Freinet est confondue avec les axes principaux des moments quadratiques d'inertie. Voilà. Donc, derrière, eh bien, on va se simplifier un petit peu la vie. Je vais vous donner d'abord des exemples de ces calculs-là. Si par exemple vous faites le calcul du tenseur des moments quadratiques, par exemple d'une section rectangulaire, vous allez pouvoir, donc avec la définition que je vous ai donnée, vous allez pouvoir trouver par exemple que ça vaut BH cube sur 12 ou B cube H sur 12, ça dépend lequel vous êtes en train de regarder. Donc ici c'est par exemple celui par rapport à l'axe L3, donc là c'est BH cube sur 12, c'est une formule assez connue. Et si vous prenez l'autre suivant L2, là vous obtenez B cube H sur 12. Ça, c'est les moments quadratiques d'un disque de rayon externe RE. Donc là, la particularité, c'est que quel que soit l'axe, vous allez toujours trouver la même valeur qui vaut pi RE, exposant 4 sur 4. Attention, le dernier, qui est le moment quadratique de torsion, qu'on appelle aussi I0, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien lui, c'est la somme des deux, ici. Donc vous allez trouver simplement pi RE exposant 4, mais sur 2 cette fois-ci. Voilà, donc ça, ce sont différentes sections avec des moments quadratiques courants. Je vous donne également, donc, dans le diaporama, mais que vous avez sur Moodle, je vous donne également les moments quadratiques pour des sections elliptiques et un tube. Alors là, c'est assez simple, quand vous voulez composer des moments quadratiques, eh bien, vous avez juste à retrancher, comme si c'était des masses négatives, en fait. Donc, vous pouvez retrancher l'intérieur, et donc, du coup, vous allez obtenir des moments quadratiques de choses, par exemple, de sections tubulaires. Voilà, donc là, vous avez le résultat pour des sections tubulaires. Alors, il existe donc du coup une relation entre les axes principaux des moments quadratiques qui sont ici et le repère de Freinet. Donc c'est simplement une matrice de rotation autour de l'axe E1. Donc cette matrice de rotation, elle s'écrit cosinus phi. Alors j'ai enlevé le phi de S, parce qu'à chaque fois, sinon il faut le mettre tout le temps. Sinus phi de S moins sinus phi de S, cosinus phi de S. Et ça va vous permettre de passer du repère de Freinet au repère des moments quadratiques principaux. Ça, c'est l'exemple d'une poutre rectiligne. Donc ça, vous voyez que la ligne moyenne de la poutre, c'est bien une droite. Mais par contre, en fait, vous avez phi qui va varier en fonction de S. Et donc là, vous obtenez une poutre un peu spéciale, donc torsadée, qui est une poutre droite, mais avec un phi de S qui varie. Alors, si on combine la relation que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire la relation qui donnait les dérivés des vecteurs de Freinet dans la base de Freinet, avec
cette relation-là, eh bien, vous allez trouver ceci, qui est la relation qui vous donne les dérivés des vecteurs L1, L2, L3, qui sont donc les vecteurs principaux des moments quadratiques, en fonction d'eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est les dérivés que vous allez trouver. Alors, pour pouvoir trouver cette relation-là, c'est quand même pas si immédiat que ça, hein. Il y a pas mal de calculs. Vous avez tous les calculs qui sont donnés dans la partie démonstration, donc sur Moodle, à côté du cours. Donc ça aussi, on le fait parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné, puisque à partir de maintenant, donc ça c'est ce qui est écrit sur la diapo d'après, on va prendre des hypothèses de travail et entre autres, notre repère local, on va systématiquement travailler dans le repère principal des moments quadratiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler dans le repère de Freinet, mais on va toujours travailler dans le repère principal des moments quadratiques avec comme origine G. Donc on va travailler systématiquement dans le repère qui est là, qui est le repère rouge, qui est le repère L1, L2, L3. Alors L1 et FR1 sont confondus, ça c'est sûr, mais par contre, eh bien, vous avez ce fameux angle phi qui va être fait entre FR2 et L2. Donc voilà, donc systématiquement on va faire ça. Et autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre comme repère global l'origine du repère global, on va toujours prendre une extrémité de notre poutre. Bon, ici on prend par exemple G0, de façon à simplifier aussi les calculs des différents vecteurs. Donc ça, c'est nos hypothèses de travail. Alors, il existe bien sûr des poutres où le repère de Freinet est toujours aligné, c'est-à-dire vous avez en fait phi de S qui vaut toujours 0, et à ce moment-là, ces poutres-là, ça s'appelle des poutres à plan moyen. Donc c'est l'ensemble des poutres planes où le plan contenant la ligne moyenne est un des axes de symétrie de la section. Et donc dans ce cas-là, en fait, si c'est un axe de symétrie de la section, c'est forcément un axe principal de moment quadratique. Donc systématiquement, si vous avez des sections à deux symétries, à ce moment-là, vous avez systématiquement les deux axes de symétrie qui sont les axes principaux des moments quadratiques. Voilà, donc pour simplifier tous nos calculs, on travaillera toujours dans les axes L1, L2, L3. Méfiez-vous juste d'une chose, c'est que comme les repères de Freinet, comme le repère de Freinet, bien sûr, L1 dépend de S, L2 dépend de S, L3 dépend de S. C'est pour ça qu'on a besoin à un moment donné de dériver, entre autres, ces vecteurs-là par rapport à l'abscisse curviligne S. Alors, une autre hypothèse de travail très très importante, c'est le principe de Barré de Saint-Venant. On va considérer qu'au niveau des poutres, on va toujours appliquer des chargements et on ne va pas faire de calcul proche de ces chargements. C'est-à-dire que quand on va devoir déterminer par exemple des contraintes, eh bien, si vous avez une poutre en traction, eh bien, on évitera d'essayer de déterminer les contraintes très proches ici de l'application de la poutre. Donc grosso modo, pour nous, ça veut dire qu'on ne pourra pas dire est-ce que cette poutre, il y a un effort ponctuel qui est appliqué ici au barycentre, ou est-ce que c'est une charge répartie qui est appliquée sur toute la surface, ce qui est beaucoup plus physique d'ailleurs, hein. On va systématiquement faire une équivalence entre les deux. Voilà. Et donc tous les calculs qu'on va faire eh bien, vont être dans des zones qui est ici en grisé, en pointillé grisé, des zones qui sont assez éloignées de ce qu'on appelle les conditions aux limites aux surfaces. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça va nous permettre effectivement de faire pas mal d'hypothèses et surtout de ramener tous les efforts au barycentre des sections droites pour les conditions limites. Ça, c'est le principe de Barré-Saint-Venant. On va faire une hypothèse forte sur les matériaux. Alors l'année dernière, vous avez eu surtout des matériaux isotropes. Alors là, on va continuer sur des matériaux isotropes, on va considérer sur des matériaux homogènes, et on va aussi continuer sur des matériaux continus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fissures, pas de joints, pas de discontinuité. Et tous les matériaux vont avoir des comportements élastiques linéaires dans ce cours. Alors si on fait ça, on ne peut pas encore écrire vraiment une théorie des poutres, donc il faut rajouter quelque chose pour la théorie des poutres, c'est qu'on va négliger le coefficient de Poisson. Alors si on néglige le coefficient de Poisson, c'est qu'on prend égal à 0, donc ça veut dire que par exemple lambda, ou ce paramètre de Lamé là, il va valoir 0, et nu qui vaut G, en fait, le module de cisaillement transversal, comme vous avez nu qui vaut toujours 0 dans les poutres, eh bien G, dans nos calculs poutres, sera toujours égal à E sur 2, c'est-à-dire la moitié du module de Young. Voilà, donc ça c'est une hypothèse très très forte, hein, effectivement, qu'on va faire systématiquement pour travailler avec les poutres. Ça va beaucoup simplifier les équations, hein. Les lois de comportement vont devenir extrêmement simples.
Alors, on va faire des hypothèses également sur la géométrie. La première chose qu'on fait, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'on va considérer que les sections droites qui composent en fait l'ensemble de la poutre sont soit invariables, soit avec des variations faibles ou progressives. Donc voilà, je vous ai mis ici par exemple une poutre à section droite faiblement variable. Vous voyez que la section droite, sa surface diminue de plus en plus quand je m'éloigne sur la droite. Donc effectivement, ça c'est tout à fait possible. On va complètement faire l'impasse de ce qu'on appelle des zones de concentration de contraintes. Donc là, je vous ai fait un petit calcul élément fini, et ça, c'est le bout d'une poutre qui est simplement comme celle-ci, là, qui est en porte-à-faux, c'est-à-dire elle est encastrée ici et j'ai une charge au bout, là. Donc, je vais avoir un profil de contrainte à l'intérieur. Ici, j'ai fait tracer la contrainte en fait normale, suivant cette direction-là, et j'ai fait le même calcul avec une entaille dans la poutre ici, et pas d'entaille. Eh bien, en fait, si on a des entailles ici, on ne pourra pas modéliser finement avec la modélisation de poutre ce qui se passe par exemple ici avec la concentration de contrainte qu'on a sous l'entaille. Donc nous, on sera toujours dans cette configuration-là, qui est une entaille ou pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux effectivement connaître ces niveaux-là de contrainte, eh bien, je ferai une modélisation poutre de mon bloc pour avoir un torseur des efforts et des moments équivalents aux extrémités de ma poutre. Et ensuite, je viendrai faire un calcul élément fini avec des éléments volumiques cette fois-ci, en appliquant le torseur aux extrémités de ma poutre. Et là, je pourrais obtenir effectivement la concentration de contrainte. Mais la modélisation de poutre, en fait, ne me permettra pas d'accéder à cette concentration de contrainte ici. Voilà, donc c'est ce que veut dire en fait cette partie-là des hypothèses sur la géométrie et sur les accidents de géométrie qu'on ne pourra pas prendre en compte dans la théorie des poutres. Alors on arrive à des hypothèses un peu plus mathématiques cette fois-ci, donc c'est pour ça que celle-ci s'appelle l'hypothèse H1. Alors celle-ci, il faut la comprendre déjà physiquement. Physiquement, on va considérer que les déplacements transversaux relatifs, eh bien, dans la section droite, ils sont négligeables. Alors, ça va avoir quoi comme conséquence? Alors, la conséquence sur le gradient du déplacement, vous le voyez tout de suite, ça veut dire que vous n'allez avoir un gradient de déplacement non nul que sur cette colonne-là. Donc, seuls les déplacements relatifs à la variable x1, x1 et s, hein, c'est la même chose ici quand on est sur des poutres droites, et c'est la même chose quand on est sur des poutres petites, en fait, de petite longueur. Donc x1 ou s, c'est la même chose. Hein. Et donc, ce qui se passe, en fait, suivant la direction x1, c'est-à-dire suivant le vecteur L1, eh bien, ça, c'est non négligeable dans une poutre. Par contre, tout ce qui se passe dans les autres directions, c'est-à-dire L2, L3, d'un point de vue déplacement relatif, donc là, je suis en train de parler d'un gradient, hein, eh bien, tout ça, on va le considérer nul dans une poutre. Alors, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que si je prends, par exemple, cette section-là, et que j'applique un pincement ici, avec un effort comme ça et comme ça sur ma poutre, eh bien ça, je ne peux pas le modéliser avec la théorie des poutres. Parce que ce pincement-là, en fait, eh bien, il ferait apparaître des choses non nulles ici. Or, dans ma théorie des poutres, bah, tout ça, je considère que c'est négligeable par rapport à ces quantités-là. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort dans la théorie des poutres, c'est que mon gradient va se réduire à un vecteur colonne, en fait. Voilà, uniquement donc les composantes qui sont les dérivées par rapport à x1, donc la position de mon point par rapport à LA. Alors ça du coup ça a une conséquence très forte sur le tenseur de déformation, puisque vous vous souvenez que votre tenseur de déformation c'est la partie symétrique de votre gradient. Donc pour le calculer, vous prenez 1/2 du gradient de U plus la transposée du gradient de U. Le petit p ici dit qu'on est en train de faire le calcul en n'importe quel point P de la section. Eh bien, à ce moment-là, vous allez trouver qu'en n'importe quel point P de la section, eh bien, automatiquement, votre tenseur de déformation, les seules composantes non nulles, ben, il n'y en a que 3, qui vont être epsilon 1,1, epsilon 1,2 et epsilon 1,3. Et donc, on dit que le tenseur des déformations ici est anti-plan. Vous avez déjà vu ce que ça a été qu'un état plan de déformation. C'est-à-dire qu'un état plan de déformation, vous avez des zéros, par exemple, partout ici, partout là, et vous avez un état plan de déformation dans le plan E1, E2. Et bien là, c'est un état de déformation anti-plan,
parce que vous avez en fait tout un plan sur lequel vous avez des déformations nulles. Et ça, bah, vous pouvez faire le calcul, hein, c'est directement dû à l'hypothèse du gradient qui est juste avec des quantités non négligeables sur la première colonne. Et vous allez obtenir automatiquement ce résultat-là. Donc le tenseur des déformations sera toujours antiplan. Donc ça, c'est une hypothèse très très importante dans la théorie des poutres. Ça va aussi simplifier les calculs, mais vous allez voir que ça ne va pas toujours être compatible avec les autres hypothèses qu'on va faire. Donc on va faire des choses des fois pas très très propres dans la théorie des poutres. Je crois que c'est juste après. Monsieur, Oui, j'avais une question, si vous pouvez revenir avant, oui. s'il vous plaît. J'arrive pas à visualiser les déplacements dans la matrice gradient. La première colonne représente quoi? Attends, j'ai un petit problème, excuse-moi, j'ai perdu ma souris. Et je n'arrive pas. Voilà, ça y est, excuse-moi, ça y est. Oui, vas-y, je t'écoute. Du coup, là, la première colonne du Oui. gradient de U, je vois pas trop à quel déplacement il correspond. Alors c'est normal parce que si tu regardes bien mon schéma, là, le schéma qui est à droite, eh bien, je ne l'ai fait que dans le plan de la section. Et donc, ce que je vois du vecteur UP, eh ben, je vois les deux composantes UP1 et UP2, mais je ne vois absolument pas la composante UP1. Parce que la composante UP1, en fait, elle sort du tableau, de l'écran. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Le petit vecteur rouge qui est là. Ben, en fait, ce truc-là, en fait, c'est D2UP sur DX. Et le UP qui est là, en fait, ben, je ne vois pas la composante, je ne vois que la composante suivant cet axe-là. Donc ça, c'est ce que j'appellerais UP2. Il est là, ce UP2-là. Je vois la composante UP3 qui est projetée sur cet axe-là. Mais je ne peux pas voir l'autre parce que l'autre, il faudrait que je dessine en 3D pour la voir, le UP1. Donc le UP1, c'est un déplacement qui se fait suivant l'axe de la ligne moyenne. Ok. Est-ce que ça va mieux? En fait, pourquoi j'ai fait ce schéma-là comme ça, hein? C'est très simple, hein. C'est pour montrer que tout ce qui se passe ici par rapport aux variables x2, x3 va être nul. Donc ça veut dire que, grosso modo, le vecteur rouge là, qui est là, dans ce plan-là, je vais le négliger. Ok. C'est ça que ça veut dire. Ok, C'est-à-dire d'accord. que je n'aurai aucun déplacement relatif à l'intérieur de ce plan-là. Tous les déplacements relatifs que j'aurai, ils seront en dehors de ce plan-là. Et entre autres, suivant L1. C'est pour ça qu'en fait, j'ai que cette colonne-là qui est non nulle. Ok, d'accord. C'est plus clair, là? Je sais. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est pas forcément très évident, et c'est quand même important parce que c'est une hypothèse forte, en fait, dans la formulation des poutres. Et dans la première colonne, pourquoi les deux termes du bas, ils sont pas nuls aussi? Pourquoi les deux termes du bas sont pas nuls? Parce que mon point, en fait, il peut avoir des déplacements relatifs aussi suivant. Soit c'est l'axe. En fait, il peut avoir des déplacements relatifs suivant les trois axes, en fait. Donc, du coup, il n'a aucune raison d'être nul, celui-là. Je ne peux pas le justifier autrement, en fait. C'est simplement que Ok. on va avoir des déplacements relatifs suivant donc l'axe L1 là, et qui vont être non nuls. Voilà. C'est une hypothèse, en fait, c'est l'hypothèse qu'on fait, hein. Alors, l'hypothèse qui a été faite historiquement, hein, c'était même pas celle-là, hein. En fait, en réalité, historiquement, Bernoulli, l'hypothèse qu'il a faite, c'est celle-là. Il a dit, voilà, le tenseur de déformation doit être antiplan. Et ensuite, si tu regardes ce que ça veut dire en termes de gradient du déplacement, tu t'aperçois que ça veut dire que tu as un gradient de déplacement qui est non nul uniquement sur cette colonne. Donc tu peux le faire dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire, soit tu pars de cette hypothèse de tenseur de déformation antiplan et tu obtiens ça, ou alors tu essayes de l'expliquer peut-être pas très bien comme je viens de le faire là, où tu dis que tu n'auras aucun déplacement relatif dans cette section droite. Donc les seuls que tu pourras avoir, ils seront là. Après, en réalité, je ne sais pas si celui-là va être nul ou celui-là va être nul, j'en sais rien, hein, à ce niveau-là. Pour l'instant, le seul truc que je fais comme hypothèse, c'est dit je n'ai pas de déplacement transversaux relatifs dans ma section. Donc tout ça, ça doit être égal à 0. C'est bon? Ouais. Ok. Alors,
Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler, de vous dire que ça va violer certaines hypothèses. Bah, entre autres, ça va violer une deuxième hypothèse, alors qu'elle est ici, on reviendra sur celle-là après. C'est l'hypothèse de Saint-Venant sur le tenseur des contraintes. Parce que dans le tenseur des contraintes, dans une poutre, eh bien, on va aussi le considérer anti-plan. Et là, vous apercevez que ce n'est pas possible, hein. En réalité, ça ne va pas bien marcher. Parce que si j'ai une composante ici, sigma 1,1, eh bien, je retourne sur la diapo d'après. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que ici, normalement, j'ai epsilon 1,1, et là, je devrais avoir un terme ici et un terme ici. Entre autres, je devrais avoir moins mu epsilon 1,1, moins mu epsilon 1,1 ici. Il se trouve que j'ai pris mu égale à 0, ça je vous l'ai dit avant, donc effectivement, ça va coller, mais c'est plus vraiment un comportement 3D. Donc ça, c'est une hypothèse qui est un petit peu olé, on va dire, d'un point de vue de la loi de comportement. C'est un peu en contradiction, les deux hypothèses sont un peu en contradiction l'une avec l'autre. Néanmoins, vous verrez qu'on peut trouver des justifications, cette fois-ci énergétiques, au fait de prendre un tenseur des contraintes également anti-plan. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Alors la deuxième hypothèse extrêmement forte dans un modèle poutre, eh bien, c'est que les sections droites, donc les sections droites que vous avez vues, qui sont planes par définition, hein, eh bien, lorsqu'on va déformer la poutre en torsion, en flexion, tout ce que vous voulez, eh bien, il n'y aura pas de gauchissement. Alors, ce qu'on appelle le gauchissement, j'essaie de vous le montrer ici sur un calcul, vous essayez de faire une torsion sur un barreau de section carré. Donc si vous faites ça, eh bien, il va y avoir un déplacement hors du plan de la section, elle va ce qu'on appelle gauchir. Et donc cette section, ce gauchissement-là, eh bien, dans la théorie des poutres, on ne va pas le prendre en compte. Voilà, donc systématiquement, on va considérer que si on a des sections planes avant transformation, on aura les mêmes sections qui seront encore planes après transformation. Alors, lorsque on va vouloir faire une théorie, par exemple, de la torsion des profils non circulaires, bah là, cette hypothèse-là va voler en éclats, et là, c'est la théorie de la torsion, et à ce moment-là, on est obligé de repasser en 3D pour pouvoir obtenir des résultats corrects. On ne pourra pas rester dans la théorie et la modélisation des poutres. Autre chose sur la torsion, eh bien, ici, il se trouve que le centre de torsion, qu'on appelle C, sera toujours confondu avec G, donc on n'aura pas de torsion déportée en fait sur nos poutres. Alors on peut le faire, hein, mais dans la théorie que je vais vous présenter, eh bien, on aura toujours le centre de torsion qui sera en fait confondu avec G. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les moments qu'on va appliquer sur notre poutre seront appliqués dans nos exemples qu'on va faire en G, au point de gravité de la section en question. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la suite, et la suite, c'est bien sûr, une fois qu'on a fini toutes les hypothèses, on va enfin pouvoir regarder ce qu'on a fait déjà l'année dernière, c'est-à-dire la cinématique. Donc, j'ouvre cette fois-ci la partie cinématique. Alors, j'ai un tout petit souci, bougez pas. Tac, tac, tac. Je repartage mon écran. Ok, donc là, normalement, si tout va bien, vous devriez voir la nouvelle planche donc, qui s'appelle Cinématique. Donc ici, je vais en fait suivre la frise qu'on a suivie aussi l'année dernière. Hein. Donc on va partir des déplacements ou des conditions limites. Et puis grâce en fait au gradient du déplacement, on va obtenir des déformations. Mais on va le particulariser au domaine des poutres. Et puis ensuite, tout le long, une fois qu'on aura fini la cinématique, donc fini la partie déformation, on pourra passer avec la loi de comportement aux contraintes, etc., etc. Donc là, dans cette deuxième partie, on attaque maintenant la cinématique. Donc on est ici. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, on va partir avec l'hypothèse des petites perturbations et on va toujours rester dans cette hypothèse de petites perturbations. Donc les gradients des déplacements et les gradients des rotations en fait, des sections droites sont supposés très petites devant l'unité. Donc ça, c'est
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la norme de Frobenius, en fait, du gradient du déplacement qui doit être très très inférieur devant 1. Donc dans ce cours, en fait, on va systématiquement se limiter à des tout petits déplacements et des toutes petites rotations. Donc du coup, ça veut dire, comme on est en HPP, on va considérer que les poutres sont en équilibre sur la configuration initiale et non pas la configuration déformée. Alors ça peut poser des problèmes, hein, parce que quelquefois, on a besoin d'écrire les équilibres sur les configurations déformées. Si on voulait faire des calculs justes, d'ailleurs, c'est ce qu'on ferait tout le temps. Il y a un cas, par exemple, en poutre, où on est obligé d'écrire l'équilibre sur la configuration déformée, c'est lorsqu'on veut faire du flambant. Donc ça, je vous montrerai un petit peu de flambant à la fin, et vous verrez qu'effectivement, là, on écrit l'équilibre sur la configuration déformée, mais c'est le seul cas où on va faire ça. Sinon, on va systématiquement, comme on a un HPP, on va systématiquement en fait écrire les équations d'équilibre sur les configurations initiales. Alors, on va tout ramener au point G d'un point de vue cinématique. Et donc, ce qu'on va décrire, c'est essentiellement le mouvement en fait de G. Et le mouvement en fait de n'importe quel point à l'intérieur de la section, qui va être ici, eh bien lui va être déduit des mouvements de G. Alors les mouvements de G, il peut y en avoir deux sortes. Il peut y avoir des translations, hein, des déplacements. Donc on va les noter UG, ça c'est le déplacement du point G. Mais on va pouvoir aussi avoir une rotation autour de G de la section droite. Donc c'est une rotation dans l'espace hein, qui va se faire autour de L1, L2, L3. Et donc ce truc-là, eh bien, on va le noter θG, c'est la rotation du point G entre l'état initial et l'état final. Voilà, donc on est dans l'état initial et on va dans l'état final. Et donc là, du coup, on va avoir un déplacement UG et une rotation de la section droite θG. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, puisque si vous étiez en 3D, ce terme-là n'existerait pas. Vous auriez juste en fait UG. Alors vous l'auriez en tout point, donc vous auriez UP. Mais il se trouve que ici, dans l'hypothèse de la modélisation poutre, on va rajouter la rotation de G autour des axes L1, L2, L3. Donc il faut bien vous représenter, en fait G il est attaché à cette section droite, et c'est cette section droite qui va avoir des rotations qui passent par G. Les axes de rotation passent tous par G parce qu'on va avoir des rotations autour de L1, L2, L3. Et toutes ces rotations-là eh bien, sont codées dans le vecteur de rotation qui s'appelle θg. Donc, un exemple tout bête, si vous avez par exemple une torsion, eh bien, ça veut dire que vous avez un angle θg1, puisqu'il va être suivant L1, ici, le vecteur tangent à la ligne moyenne, et donc vous allez faire une torsion autour de cet axe-là, et donc vous allez avoir une composante θg1 qui va être non nulle. Voilà, ça c'est une torsion. Si vous faites une flexion autour de l'axe L2, qui par exemple peut être comme ça, eh bien là vous allez avoir θg2 qui est non nulle, et là vous allez faire une flexion autour de l'axe L2. Voilà, donc la cinématique va être décrite avec ces deux grandeurs-là. Alors, en réalité, au niveau donc, de la cinématique, on va tout ramener en G. Donc en réalité, d'un point de vue de la cinématique, en G, chaque section, en fait, c'est un solide élémentaire. Donc on va avoir un petit volume élémentaire ici autour de G, c'est ce que j'appelle une rondelle, hein, voilà, de ma section. Donc vous voyez que je suis en train de passer au modèle poutre complet, c'est-à-dire juste en mettant que la ligne moyenne, mais je continue à mettre du 3D parce que faut que j'arrive à vous expliquer qu'effectivement, on va tout ramener en G. Donc effectivement, tout va être ramené en G, la cinématique, mais également le volume élémentaire. Donc ça, tout ça, ça va être rapporté donc, au point G. Du coup, au niveau de la cinématique du point G, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que je vais être beaucoup plus riche que si j'étais en 3D. En 3D, je n'aurai que 3 degrés de liberté pour chaque point, hein, qui s'appelleraient UG1, UG2, UG3, qui sont les composantes de mon déplacement dans mon repère local. Ben là, je vais avoir 3 degrés de liberté supplémentaires, qui sont les degrés de liberté en rotation, qui vont s'appeler θg1, θg2, θg3. Donc, je perds en agilité par rapport au 3D parce que ce UG là, en 3D, je l'ai en tout point. Donc, je vais en n'importe quel point ici de ma section, je vais avoir un UP. Donc, je vais avoir beaucoup plus de points. Mais par contre, j'ai moins de degrés de liberté par point. Tandis que là, je vais restreindre tous mes calculs en G, mais je vais avoir 2 fois plus de degrés de liberté puisque je vais avoir aussi θg1, θg2, θg3.
Alors, ce qui est vraiment très très particulier dans la modélisation poutre, c'est qu'il n'y a pas de lien entre θg et UG. Je pense que... Est-ce que tout le monde voit bien ce que je suis en train de dire ou pas là? Ou vous voulez que je fasse un petit dessin? Je vois... Je sais pas si vous êtes en train de me parler avec des petites coches là. Mettez-moi une petite coche oui si vous voulez que je vous fasse un petit dessin pour mieux comprendre. Ok. Bon, je vais vous faire un tout petit dessin parce que c'est vrai que là pour le coup, c'est quand même plus facile quand je suis dans l'amphi. Donc je vais vous faire un dessin, ça sera peut-être plus simple. Ok. Alors je vais repasser sur l'iPad. Voilà. Ok. Ça, c'est ma poutre dans l'état initial. Et là, j'ai mon point G. Cette poutre, donc, est avec une section qui est comme ça. Vous voyez? Donc, maintenant, sur cette poutre dans l'état initial, je vais la refaire. Pointillé. Voilà. Tac, 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 tac. Tac. G. Je vais dessiner cette fois-ci ma poutre dans l'état final. Donc, ma poutre dans l'état final, elle va par exemple être comme ça. Voilà. Et puis, ma section peut, par exemple, dans l'état final, être comme ça. Voilà. Donc là, pour bien comprendre, je vais reporter l'axe de ma poutre dans l'état initial comme ça. Donc ici, le vecteur déplacement, celui-ci, bah, ça c'est UG. C'est le vecteur déplacement de mon point G. Et ici, là, l'angle qui est ici, là, alors là c'est en 2D, hein, mais vous l'imaginez en 3D, bah, c'est θg. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre UG et θg. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir le même UG, mais par exemple pour un autre θg. Vous voyez, là j'ai le même UG, mais je n'ai pas le même θg, j'en ai un autre. Donc les degrés de liberté, c'est vraiment des degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre UG et θg. θg peut se balader comme il veut pour pouvoir faire la rotation en fait, de la section. Alors, est-ce que cette explication vous a convaincu? Dites-moi oui ou non, là, s'il vous plaît. Vous voulez comprendre? Ouais. Ok. Monsieur, Ouais. vous aviez pas dit que la section elle était toujours normale à la ligne médiane? Non, j'ai jamais dit ça, Enfin, en fait, hein. J'ai dit elle était toujours plane. ah ok, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait un dessin, tu vois, la section après comme ça, quoi. Ok, ok. C'est toujours une droite. Enfin, c'est un plan, en fait, en réalité, hein. Ça, c'est une hypothèse. Par contre, à aucun moment, pour le moment, hein, à aucun moment, j'ai dit, j'aurais pu dire hein, ça, hein, par exemple, j'aurais pu dire, vous voyez, là, ma section, elle est perpendiculaire, là. Eh bien, j'aurais pu dire, elle doit rester perpendiculaire à ma ligne moyenne. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Ok, ça marche. Ça répond à ta question? Oui, oui. Ok, ça marche. Ok, je reviens donc sur le partage du diaporama. Voilà, donc là, normalement, si tout va bien, vous voyez ça. Ok, donc vous voyez que finalement, c'est guère plus compliqué que le 3D. Simplement, je vais avoir des degrés de liberté en plus, mais beaucoup moins de points à étudier. Ok, alors, on passe à la suite. Là, ça commence à me devenir un petit peu plus compliqué parce que si je veux calculer des gradients, il va falloir que je calcule des gradients de déplacement pour pouvoir trouver epsilon, hein, eh bien, je vais être obligé de regarder ce qui se passe pour un point qui est proche en fait de mon point G. Et donc, ce point-là, il est là, c'est ce que j'ai appelé G'. Alors là, je vous ai refait en fait la poutre complète, vous voyez. Là, j'ai mis les degrés de liberté du point G0, donc je l'ai appelé θG0, UG0. C'est juste à titre d'exemple hein, pour vous montrer qu'en tout point G, en fait, je vais avoir systématiquement un θG et un UG. Donc en fait, ce θG il dépend de S, ce UG dépend de S forcément. Donc là, vous avez le même schéma que tout à l'heure,
Mais la différence, c'est que je vais l'agrandir pour mieux voir, hein. Donc, vous voyez, là, j'ai simplement un petit saut d'abscisse curviligne que j'ai appelé DS, un incrément d'abscisse curviligne. Bon, là, je l'ai mis très grand sur la figure, c'est juste pour bien éclater la figure pour que vous voyez très très bien ce que je suis en train de faire. Donc, sur cette figure-là, en fait, eh bien, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui se passe si je me déplace en G', là, d'une quantité DS. Eh bien, n'oubliez pas, hein, que θg et UG, ce ne sont pas des vecteurs de déplacement dans ce repère-là, hein, c'est des vecteurs de déplacement entre l'état initial et l'état final de ma poutre. Et donc, est-ce que je suis capable de savoir ce que vaut θg' ou UG' en fonction de θg ou UG, par exemple, pour savoir comment c'est déplacé et comment les sections se sont tournées entre G et G'. Et puis, la question qui va m'arriver très bientôt, c'est que ici, en fait, mon tenseur de déformation, vu que je veux faire un calcul 3D, je ne peux pas me contenter de le calculer en G. Il faut que je calcule en tout point de la section. Donc ici, je vais le calculer en P. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe sur un point voisin, en me déplaçant de DS, que je vais appeler UP'. Voilà. Donc mon gradient, en fait, ça va être le gradient de UP, en fait. Et ça va me permettre de calculer mon tenseur de déformation en tout point de ma section. Alors attention, ce n'est pas du 3D, hein. C'est pas du 3D parce qu'il y a un lien entre UP et UG. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le lien entre UP et UG? Personne? C'est étonnant ça. Pourtant, il est assez évident le lien. Prenez la parole, hein, n'hésitez pas. C'est pas la relation du torseur cinématique? Si, bien sûr, c'est exactement ça, c'est la relation du torseur cinématique. Et donc cette relation-là, c'est ce que vous avez normalement sur la diapo d'après. Donc si vous aviez les transparents, non, vous ne l'avez pas encore sur la diapo d'après, mais c'est celle qui est encore sur la diapo d'après. Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est celle qu'on va utiliser. C'est juste. Là, cette diapo, c'est une diapo intermédiaire qui ne sert pas à grand-chose, hein. Elle sert juste à vous montrer que, en réalité, on va faire des incréments de quantité. Donc là, en fait, on va simplement dire que au premier ordre, UP', c'est UP plus D2UP sur DS fois DS. C'est-à-dire c'est UP plus D2UP. Donc là, jusque-là, on n'a pas inventé grand-chose, hein. C'est simplement, on a considéré que si on fait un petit incrément de UP dans la direction S, de S en fait ici, eh bien D2UP sur DS, on l'ajoute à UP et on va obtenir UP'. On va faire pareil pour toutes les quantités. Donc on va faire pareil pour θg', pour l'obtenir en fonction de θg. Ça, cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle D de θg sur ds, c'est la rotation unitaire au voisinage de G. C'est juste une définition, hein. C'est pour qu'on ait bien tous les mêmes noms quand on va parler. Donc ça, c'est la rotation par unité de longueur au voisinage de G. Et puis, quand on va vouloir regarder ce qui se passe en G', UG', UG', ça va être UG plus, cette fois-ci, ce qu'on appelle l'allongement unitaire au voisinage de G, c'est-à-dire D de UG sur ds fois ds. Donc ça, c'est ce qu'on va systématiquement maintenant chercher. Et on va faire le lien entre UP et UG, effectivement, avec le torseur cinématique, ce que vient de dire, je ne sais plus qui c'était, donc un de vos collègues. Alors, la voici, la relation. Alors attention, cette relation-là, elle est valable uniquement parce qu'on est en HPP, hein. Si vous n'étiez pas en HPP, vous ne pourriez pas écrire ça en fait, hein, parce que ça, c'est pas vraiment une rotation, hein, ça c'est un produit vectoriel. Mais comme on est en HPP, il se trouve que les deux sont confondus, c'est-à-dire que PG vectoriel θg, c'est bien une rotation. Donc effectivement, la relation cinématique, c'est que UP va être égal à UG plus PG vectoriel θg. Je vous remontre, hein, la diapo d'avant. Donc PG, c'est le vecteur qui est là, hein. Ça c'est PG. Voilà, donc si on connaît θg et UG, on est capable de remonter à UP. Donc avec cette relation-là. Alors il y a quelque chose qui est très très important à ce niveau-là. Il faut bien noter que UG et θg en fait sont des fonctions, mais qui ne dépendent que de S. Ne dépendent pas de x2, x3, puisqu'en fait on est en G. Donc ça veut dire que x2, x3 en fait, en ce point-là, il valent 0, puisque G c'est l'origine de mon repère. Là où je vais faire intervenir x2, x3, c'est dans ce terme-là.
Et c'est pour ça que UP, lui, par contre, va dépendre de la position et donc des composantes x2, x3 du point P. Voilà, c'est pour ça que je vais avoir une relation qui va être dépendante de x2, x3 à cause de ce terme-là. Puisqu'en fait, ça, c'est ni plus ni moins que le vecteur x2, x3, 0, x2, x3. Donc ça, c'est très très important, hein, cette notation-là. C'est pour ça que c'est un peu lourd hein, comme notation, mais je préfère en fait bien noter que U, c'est le déplacement en tout point P de la section, UP, et que UG, par contre, c'est le déplacement que du barycentre de la section. Et c'est pareil pour θG qui, lui, ne dépend que du barycentre de la section. Ok, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'hypothèse H1, eh bien, au niveau du gradient de la transformation, je n'ai pas à calculer les autres puisque je les suppose nuls, hein, les autres composantes. Donc, ça veut dire que je n'ai que les composantes projetées suivant L1 qui sont à calculer. Donc, ce qui veut dire que mon gradient de UP, au lieu d'avoir un tenseur d'ordre 2, là, puisque ça, c'est un tenseur d'ordre 2, eh bien, je vais systématiquement le projeter suivant L1. Donc, c'est-à-dire que je vais le passer en composante L1. Vous prenez un tenseur d'ordre 2, vous lui donnez à manger un tenseur d'ordre 1, il va vous ressortir un tenseur d'ordre 1. Donc, je fais le petit calcul qui est là. Donc, le gradient de UP, c'est sous forme intrinsèque, c'est D2UP sur D2X, la position de mon point, fois L1. Mais il se trouve que L1, en fait, par définition, c'est D2OM sur DS. Donc, en fait, je l'ai ici. D2OM sur DS. Donc, du coup, ici, je peux écrire D2UP sur DX fois DX sur D2S. Du coup, en fait, ça, c'est égal à D2UP sur DS. Finalement, donc, la seule quantité que je vais avoir à calculer, bah, c'est D2UP sur DS. Et si je fais ça, eh bien, je vais obtenir toutes les composantes de mon tenseur de déformation, parce que je vais avoir toutes les composantes non nulles de mon tenseur de... Je vais avoir toutes les composantes non nulles de mon tenseur de... Pardon, de mon gradient de la transformation qui vont intervenir. Ok. Donc, une fois que j'ai écrit ça, eh bien, j'ai plus qu'à calculer, je vais dériver en fait cette expression-là. La dérivée est très simple, hein. C'est comme j'ai fait tout à l'heure pour les vecteurs, hein. J'ai d2up sur ds, eh bien, c'est d2ug sur ds, plus, alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut que je dérive mes vecteurs, donc là, c'est pg vectoriel d de θg sur ds, plus d de pg sur ds vectoriel θg. Or, d de pg sur ds, bah, ça, c'est aussi L1. C'est aussi mon vecteur tangent. Parce qu'en fait, ça, c'est toujours mon vecteur tangent, quelle que soit en fait l'origine. Donc je peux aussi être en P. Donc ça, c'est aussi L1. Donc il va me rester à la fin que D de P sur ds, c'est D de UG sur ds plus PG vectoriel D de θg sur ds plus L1 vectoriel θg. Voilà, donc là, je viens d'exprimer en fait ma quantité D de UP sur ds. Ça, c'est la seule quantité que j'ai à exprimer pour avoir les trois composantes non nulles de mon gradient de la transformation. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai plus qu'une seule variable, donc effectivement j'ai plus qu'une dérivée totale exacte, ça c'est la définition de L1, eh bien je vais pouvoir exprimer en fait cette expression vectorielle là, c'est la même que celle-là, hein, sauf que c'est exactement la même que celle-là d'ailleurs, que j'ai reporté là, mais cette fois-ci je vais l'exprimer en composantes dans ma base G, L1, L2. Donc je vais calculer les composantes. Donc forcément, quand je vais calculer ces composantes-là, eh bien, je vais être obligé de dériver mes vecteurs, par exemple UG, qui sont exprimés dans la base locale. Mais comme ma base locale, c'est une base mobile qui bouge en fonction de S, eh bien, je vais utiliser les fameuses formules de Freinet. Et comme en plus, je me retrouve avec des vecteurs ici qui ne sont pas forcément confondus avec les vecteurs de Freinet, sauf si phi égale 0. Donc là, je suis dans un cas particulier. Donc je vais me retrouver avec les formules de Freinet. Donc je vais me retrouver avec des formules qui vont faire intervenir R de S, T de S, suivant que ma poutre soit, par exemple, gauche, dans l'espace, avec une courbure de torsion non nulle, etc. Donc si je fais ça, si j'exprime cette relation vectorielle dans la base G, L1, L2, L3, je vais obtenir en fait ces composantes-là. Alors, pour pouvoir arriver de là à là, j'ai une demi-page de calcul. Donc encore une fois, n'hésitez pas.
cette page de calcul, elle est donnée directement sur les démonstrations que vous avez sur Moodle, dans la partie démonstration, à côté des diapos du cours. Donc on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que je prends en compte tous les cas possibles. Alors on va simplifier cette expression maintenant. Alors, dans la base locale, avant de la simplifier, on va déjà, comme maintenant on a le gradient, tant qu'à faire, on va calculer le tenseur de déformation. Donc si vous regardez bien, eh bien ce tenseur de déformation, sa définition, c'est un demi du gradient de UP plus la transposée du gradient de UP. Donc là, je suis en tout point P, en fait, quel que soit le point de ma section. Et si je l'exprime en fonction du gradient du déplacement, ça revient à prendre le vecteur que je viens de calculer précédemment et le projeter suivant L1, L2, L3. Donc ça va me donner epsilon 1,1. Ça va me donner 2 fois epsilon 1,2 et ça, 2 fois epsilon 1,3. C'est à cause du 1,5 qui est là. Si je fais le calcul jusqu'au bout, je reprends cette expression-là. En réalité, là, j'ai directement epsilon 1,1. Là, j'ai directement epsilon 1,2. Et là, j'ai directement epsilon 1,3. Donc voilà, le résultat de mes déformations, c'est ça. Et ça, c'est pour une poutre quelconque, c'est-à-dire avec une courbure de torsion non nulle, une courbure non nulle, et donc avec un cas quand même un peu simplificateur, c'est-à-dire que je considère que mes axes de Fresnel sont confondus avec les axes principaux des moments quadratiques, c'est-à-dire que phi égale 0. Parce que si ce n'était pas le cas, là j'aurais aussi des phi en fait. Je crois que je l'ai mis sur la diapo d'après, oui, juste pour rigoler, ça, vous n'utiliserez jamais ça. Mais si les axes de Fresnel n'étaient pas confondus, là, vous voyez que ça complexifie un tout petit peu les relations pour obtenir les déformations. Et là, j'ai des cosinus et des sinus phi qui interviennent. Bon, vous oubliez ça très vite. Celle qu'on va utiliser, c'est cette relation-là. Voilà. Donc, ensuite, cette relation-là, je vais pouvoir la dégénérer et la simplifier. Alors, je vous rappelle que toutes ces quantités-là ne dépendent que de S. Tout ce qui est UG quelque chose, ça ne dépend que de S. Et que la seule chose qui va faire intervenir en fait la position du point P, c'est ce x3 qui est là et ce x2 qui est là. Et ce x3 et ce x2 qui sont là. C'est tout. Mais tout le reste, en fait, ne sont que des quantités qui sont calculées au barycentre de la section. C'est en ça que la formulation poutre va être beaucoup plus simple. Donc maintenant, je vais simplifier encore, puisque je vais passer maintenant sur des poutres un peu plus particulières. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque j'ai des poutres droites ou à très grands rayons de courbure? Alors, si j'ai des très grands rayons de courbure et des rayons de torsion, eh bien, vous voyez que ici, 1 sur R va être proche de 0 et 1 sur T va être proche de 0. Toujours avec les axes de Fresnel confondus avec les axes principaux, eh bien, j'obtiens une relation qui commence à être relativement simple, on va dire, où j'ai epsilon 1,1. Eh bien, j'ai une composante ici qui est d de UG1 sur ds. Ça va être en fait la partie traction. Et puis ensuite, j'ai des composantes, mais qui vont dépendre des positions du point, donc x2 et x3. Donc, toutes ces composantes-là, on va leur donner des noms, en fait, dans la théorie des poutres. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça vous le saviez déjà, c'est l'allongement relatif dans la direction longitudinale L1. Et donc ça, par exemple, si je ne regarde pas ce terme-là, imaginez que vous prenez une poutre, vous tirez dessus, sur l'extrémité, et bien là, vous reconnaissez D2UG1 sur DS, c'est ni plus ni moins que l'allongement relatif dans la direction 1. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué, ça va vous donner des choses. Alors, dans la direction, je veux dire, sur le point du barycentre, si vous prenez x2 égale 0, x3 égale 0, ces termes-là vont s'annuler, donc vous ne les verrez pas. Par contre, si vous vous éloignez du centre, et bien là, vous verrez effectivement apparaître des déformations. Et ça, c'est des termes qu'on va voir apparaître lorsqu'on va faire de la flexion. Donc, quand on va faire de la flexion, en réalité, sur des poutres, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier l'allongement relatif. Et l'allongement relatif ne sera pas pareil si vous êtes sur la peau supérieure ou la peau inférieure de votre poutre. Bon, ça se comprend assez bien visuellement. Sur votre poutre, si vous la fléchissez, la peau supérieure, les fibres, suivant la direction L1, vont être plutôt en traction, et la peau inférieure, les fibres vont être en compression. Voilà, donc ça, c'est à cause de ces termes-là que ça va faire de la traction et de la compression. Ok, ensuite, ça, vous connaissez aussi la définition. En fait, 2 epsilon 1,2, c'est ce qu'on appelle gamma 1,2, c'est la distorsion angulaire. Et donc, elle vaut effectivement le terme D2G2 sur ds moins θG3 moins x3 dθG1 sur ds. Alors, maintenant, on va donner des noms
aux termes qui sont à l'intérieur ici. Ce terme-là, très très particulier, c'est ce qu'on appelle le cisaillement transverse. Alors que ça, c'est du cisaillement qui est dû, si vous regardez bien, θG1, je vous avais expliqué tout à l'heure que ce θG1 là, c'était de la torsion autour de l'axe 1. Donc ça, c'est du cisaillement, mais qui est dû à la torsion. Donc vous pourriez très bien avoir θG1 qui vaut 0, donc d de θG1 sur ds qui vaut 0, qui est constant. Donc voilà, donc tout ça, ça pourrait être nul. Et à ce moment-là, vous auriez encore du cisaillement, mais uniquement dû à du cisaillement transverse. Voilà. Et donc ce cisaillement transverse, il vaut d2UG2 sur ds moins θG3 pour cette composante-là, ou d2UG3 sur ds plus θG2 pour cette composante suivant l'axe 3. Donc ça, c'est essentiellement des définitions, et c'est principalement cette relation très simplifiée qu'on va utiliser parce qu'on va toujours se retrouver en fait dans des cas où on va pouvoir considérer qu'on a des poutres à grand rayon de courbure ou à grand rayon de torsion. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va systématiquement travailler avec cette relation-là. Au moins, vous savez d'où vient cette relation. Alors, je vais terminer là-dessus. Il se trouve qu'il y a deux grandes théories, je vous avais dit, au niveau des hypothèses, sur la modélisation des poutres. Il y a la théorie de Timoshenko. Alors, la théorie de Timoshenko, eh bien, c'est celle que vous venez de voir. C'est-à-dire que ici, le cisaillement transverse est composé de deux choses, un déplacement unitaire et une rotation de la section droite. Alors, avec un signe plus ou moins, peu importe, mais en tout cas, voilà, le cisaillement transversal, c'est tout ça. Et ce cisaillement transversal, dans la théorie de Timoshenko, il n'est pas obligatoirement nul. Mais ça, c'est une théorie qui a été mise en place justement au XIXe siècle. Par contre, Bernoulli, lui, il a tout de suite fait une hypothèse très très forte. Il a dit, je vais négliger le cisaillement transversal, et ça a donné lieu, bien sûr, à la théorie de Bernoulli. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous avez ce terme-là qui est égal à 0 et celui-là qui est égal à 0. Donc cette expression-là va se simplifier en ça et là, plus que ces deux termes-là qui sont dus uniquement à la torsion. C'est-à-dire qu'avec Bernoulli, vous n'allez pas pouvoir voir du cisaillement transversal parce que ce terme-là, vous allez considérer qu'il est nul. Et ce terme-là, vous allez considérer qu'il est nul. Voilà donc les deux grandes catégories de modélisation. C'est Timoshenko où on ne néglige pas le cisaillement transversal, ou Bernoulli où on néglige le cisaillement transversal. Ça, c'est juste pour vous montrer, en fait, alors il n'est pas si simple que ça à comprendre, donc je n'ai pas le temps de vous l'expliquer complètement. Je le reprendrai la prochaine fois. Par contre, vous pouvez le regarder puisque vous l'avez à disposition sur Moodle. Je voudrais juste vous montrer visuellement, simplement, la différence entre Bernoulli et Timoshenko. Donc, j'ai repris ma rondelle de poutre ici et je l'ai représentée encore une fois, mais dans le plan uniquement, pas en 3D, pour faire un truc simple. Et je vous ai placé toutes les quantités dont j'ai parlé à l'intérieur des relations que vous avez avant. Donc, je vous ai passé par exemple la quantité θG3, la quantité UG2, la quantité UG1. Mais encore une fois, je suis dans le plan 1, 2, donc toutes les autres quantités, je ne vais pas les regarder. Et je vais prendre donc une tranche de la poutre et je vais la redessiner. Vous voyez ? Et donc là, je vais vous dessiner, je vous ai dessiné donc la petite portion de poutre avant transformation et après transformation. Par exemple, vous reconnaissez le diagramme que j'ai fait tout à l'heure, où j'ai G qui est dans sa position initiale, et hop, il va se déplacer de UG pour aller arriver dans sa position finale. Voilà. Et je vous ai représenté aussi les quantités élémentaires. Qu'est-ce que c'est que D de UG2 ? D de UG2, c'est par exemple ce vecteur-là. Je vous ai représenté DS. Je vous ai représenté aussi cet angle-là. C'est D de UG2 sur DS, en fait, c'est tangente de l'angle alpha qui est là. C'est la tangente de cet angle-là. Comme on est en HPP, on va systématiquement l'approximer par alpha. Je vous ai représenté les autres quantités, donc θG3 qui est là. Voilà, c'est mon θG3, c'est-à-dire que ma section va se pencher pour s'incliner suivant ce plan-là. Voilà, c'est pour ça qu'elle a cette tête-là maintenant. Et ici, je vous ai représenté la quantité D2UG2 sur DS, qui est alpha, là, qui est cet angle-là, moins θG3. Et ça, c'est la quantité qui est en jaune. Voilà. Voilà, par exemple, deux exemples, donc cisaillement transverse quelconque, c'est-à-dire non nul, et ça, c'est la théorie de Timoshenko. Et comme je vous l'ai fait tout à l'heure, vous voyez que je pourrais très bien avoir un θG3 qui est différent pour le même UG2. Ça donne ça. Vous voyez ?
Et donc là, vous voyez que j'ai toujours D2U G2 sur DS moins θ G3 qui est différent de 0. Donc c'est pour ça que là, vous n'allez pas le voir comme ça sur le PDF que j'ai mis sur Moodle, parce qu'effectivement, vous n'allez pas pouvoir faire l'animation. Et je peux avoir un lien entre θ G3 et D2U G2 sur DS, si par exemple, je considère qu'ils sont la différence des deux est nulle. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, là, je suis avec Bernoulli, c'est-à-dire que je vais imposer que cette quantité-là est nulle. Et regardez bien ce que ça fait. Là, si vous regardez cette ligne moyenne-là, donc après transformation, et la ligne de ma section, eh bien, ce n'est pas une démo, hein, mais vous voyez visuellement que lorsque je suis avec Bernoulli, c'est-à-dire que j'ai un θ G3 qui va être égal à D2U G2 sur DS, eh bien en fait, ici, là, j'ai un angle droit entre les deux. Voilà, donc en fait, ma section droite va rester perpendiculaire à la ligne moyenne. Et donc ça, c'est pour répondre à la demoiselle de tout qui m'a posé la question tout à l'heure. C'est une hypothèse, mais que j'ai faite que maintenant, si je dis je vais travailler avec la théorie de Bernoulli, c'est-à-dire que je vais négliger le cisaillement transversal. Sinon, je n'ai pas de raison que ma section reste perpendiculaire à la ligne moyenne. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez bien sûr arrêter le cours. Et si vous avez des questions, par contre, je reste pour répondre à vos questions. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur, moi j'avais juste une question d'un point de vue organisation. Oui. Est-ce qu'on va avoir un polypapier? Le polypapier, en fait, non, c'est l'ensemble des diapos que vous avez sur Moodle. Ok, d'accord. Merci. Vous avez les PDF de toutes les diapos et de toutes les démonstrations. Ok, merci. De rien. Monsieur, Oui. juste pour